plutôt orienté vers l'humanitaire. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai l'impression qu'il y a du bruit au même moment, mais je veux juste m'assurer que vous m'entendez. Oui, moi, je vous reçois actuellement. D'accord. Un deuxième master donc en gouvernance des projets de développement durable obtenu à la faculté Jean Monnet de l'Université Paris-Saclay. Et puis un dernier master que j'ai fait cette année. En fait, c'est juste une transition vers la recherche. C'était en adaptation au changement climatique. Et j'ai eu dernièrement un financement de recherche là euh, pour travailler sur la vulnérabilité des enfants pauvres dans un contexte de changement climatique ici en France. Et c'est pour l'adaptation spécifiquement. Donc, un programme de recherche du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur de la France. Donc, j'ai travaillé dans les organisations internationales, notamment à l'UNESCO, d'abord sur les projets d'engagement des jeunes, après à l'UNICEF, sur les questions de climat, d'abord sur les projets gens et adolescents et après sur les projets de climat. Aujourd'hui, je travaille plutôt j'ai travaillé pour un laboratoire sur un financement et actuellement, je m'investis activement et significativement dans les projets de recherche sur les questions d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est moi en miniature. Merci. Merci, Credo, pour la présentation. Ça fait un parcours très riche et justement qui a besoin d'être également partagé avec d'autres jeunes pour inspirer. Et moi, ce que je sais de vous, c'est cet engagement-là pour la justice climatique au profit des enfants qui sont les plus vulnérables, qui sont touchés d'ailleurs par les défis du changement climatique beaucoup plus actuellement. Et je me rappelle de cette voix-là qui a résonné il y a 2, 3 ans, je pense, au cours d'une conférence internationale pour davantage porter ce message. Et je pense que vous inspirez beaucoup de jeunes à travers votre engagement. À présent, le professeur Dabadé pour se présenter aussi. Je sais que lui est un parcours beaucoup plus encore riche, mais il nous le dira en 1 minute également. Professeur, à vous la parole. Bonjour à tous, bonjour Philbert et je vous remercie et à l'entame pour cette initiative. Mon nom c'est Sylvain Dabadé. Vous me recevez s'il vous plaît? Oui, je Ok, vous reçois, professeur. d'accord. Très bien. Donc je disais, mon nom est Sylvain Dabadé. Je suis enseignant à la faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Donc, formation de base, je suis ingénieur agronome. Après un master en sciences alimentaires, plus précisément en sécurité sanitaire des aliments, et puis un PhD à Wageningen University aux Pays-Bas, toujours dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, et enfin un postdoc à Gand, à l'Université de Gand en Belgique. Euh, et puis après, j'ai été recruté en tant qu'enseignant, chercheur, où je fais maintenant le parcours au niveau des grades, actuellement maître de conférence donc, des universités. Et mon domaine, comme je l'ai dit, c'est la sécurité sanitaire des aliments. Donc, c'est comment faire pour que les aliments que nous consommons ne soient pas une source de maladie pour nous. Merci. Merci beaucoup, professeur. Et je rappelle à tout le monde que ce webinaire est interactif. Donc, vous pouvez également laisser vos préoccupations dans le chat. Et veuillez bien également éteindre vos micros parce que ça perturbe également le confort d'écoute. Alors, première question maintenant, très rapidement à Credo. On va partir au plus jeune, du plus jeune au plus expérimenté sans doute. Alors, on commence par Credo. Alors, vous allez nous dire rapidement en 7 8 minutes comment avez-vous préparé bien avant, bien sûr, hein, faut-il avoir un profil particulier avant de se lancer dans la quête d'opportunités de bourse? Comment se préparer et comment vous êtes préparé? Et dans votre cas, si votre profil de militant pour les causes de climat a toujours joué dans cette quête d'opportunités. Alors, la question est tellement bien posée que, alors, je vais chercher beaucoup de mots pour exprimer quelque chose qui est compliqué à dire, mais de façon beaucoup plus aisée et plus facile. Enfin, j'espère que vous me comprendrez. Alors, pour moi, il n'y a pas de profil particulier. En revanche, il faut avoir une préparation assez ardue, une préparation assez conséquente, assez voilà, croyante. Pour moi, c'est la question des bourses est une question
une question assez importante. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je motive les jeunes. Bon, enfin, je ne parle pas de bourse internationale, forcément, hein, que ce soit une bourse nationale. Moi, je me souviens que juste après mon bac, parce que quelque chose que je vais préciser peut-être avant de commencer mon développement, c'est que ce qui a marché pour moi peut ne pas marcher pour d'autres personnes, mais je ne pourrais parler que de mes expériences personnelles. Je pourrais que m'appuyer là-dessus, justement parce que euh, c'est ce qu'on peut mieux partager, c'est le fruit c'est ce qui pourrait être le fruit du même arbitrage que nos valeurs, nos perceptions ou ce qu'on a pu rencontrer comme contrainte matérielle sur le chemin qu'on a eu à parcourir. Et donc, moi, spécifiquement, depuis que j'ai eu mon baccalauréat, je m'étais juré déjà, hein, juste avant le baccalauréat, que mes parents ne débourseront plus un seul franc pour mes études. C'est ce que je m'étais juré. Je pense que je suis sur la bonne voie. Et donc, je pense que juste après mon baccalauréat C, j'ai pu avoir une bourse de l'État pour aller à l'ENA. Après, je me suis pétrer dans des choses qui ne sont forcément pas ce que j'avais prévu. Donc, j'ai fait les finances à l'ENA. Voilà, j'ai fini major de promotion. J'ai eu une bourse dans le même temps de l'université d'Abomey-Calavi pour les majors qui étaient à l'ENA. Il fallait avoir une bourse. On pouvait vous donner une bourse pour continuer en master. Et dans le même temps, j'ai eu une bourse de la Conrad Adenauer. Je ne sais pas si vous connaissez la fondation Conrad Adenauer Stiftung en Côte d'Ivoire, là, qui m'a aussi octroyé une bourse. Dans le même temps, j'ai eu aussi une autre bourse, hein, c'était trois bourses en même temps, de la Banque islamique de développement Vous êtes un pour faire chasseur de toujours un bourse master. alors. Vous êtes un chasseur de Et bourse alors. alors, oui, c'est ma particularité. Et comme je le disais tantôt, c'est trouver des opportunités qui me permettent, moi, enfant de pauvre, de me positionner dans un environnement où j'ai une multitude, vraiment une multitude de choix à opérer. C'est comme ça que je me définis. Alors, je vais. J'ai eu, si on doit en compter, 7 bourses au total. J'en ai utilisé 6 ou 5, si je ne me trompe. Là, je vais dire, la septième bourse que j'ai pu arracher suite à un concours du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur ici. Bon, après, c'est un financement aussi, hein, c'est une bourse financement dans le même temps pour faire ma recherche, donc pour faire ma thèse aussi. Et je vais enseigner à l'université Paris-Saclay. Je vais donner voilà, des cours dans le même temps d'économie du bien-être, de l'écologie et des changements climatiques. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, mon parcours en tant que militant a bien évidemment joué. Je me souviens pour la bourse d'excellence du gouvernement français qu'on appelle EIFEL, euh, il y avait je pense que ce qui a pesé dans la balance aussi, c'est ce que j'ai fait dans les organisations, c'est-à-dire le parcours que j'avais, que ce soit en tant qu'activiste, que ce soit en tant que acteur de développement. Après, c'est quelque chose qu'il faut préciser. L'excellence a été toujours pour moi, hein, un point de départ de tout. Donc, quand vous avez des bulletins ou des relevés assez intéressants qui frappent à l'œil, eh bien, vous pouvez prétendre à des bourses internationales, à des bourses d'excellence, parce que c'est un peu ça la particularité peut-être chez moi, sans vouloir prétendre à quoi que ce soit, hein, sans prétention, hein. C'est vraiment, il y a ce côté, l'excellence académique qui vient s'ajouter à tout ce que vous avez pu acquérir en tant que, voilà, je veux dire, compétences, aptitudes, capacités dans les organisations, dans les associations dans lesquelles vous avez milité pour une cause ou une autre. Donc, je veux dire ceci. Il y a 3 conditions pour moi. Je parle encore une fois, hein, je parle de ce qui a marché pour moi et je parle de bourse d'excellence. Je ne parle pas de bourse de solidarité parce qu'on m'a dit qu'il existe des bourses de solidarité en fonction du fait, par exemple, que vous ayez un parent qui soit décédé, que vous ne soyez pas en mesure voilà, des choses comme ça. Mais je ne maîtrise pas le domaine là. Par contre, ce qui est des bourses d'excellence, je maîtrise plus ou moins. Enfin, maîtriser, c'est un peu trop prétentieux. Je vais dire, je connais un peu comment ça se présage, en tout cas maintenant. Et donc, il y a d'abord le dossier académique qui doit être quand même plus ou moins intéressant. Je pense que je nageais dans les 17 souvent de moyenne, mais bien évidemment, il y a des gens qui ont 15 de moyenne et qui arrivent à s'en sortir. Et à cela, j'ai ajouté tout ce que j'ai eu comme bagage dans les associations et dans les organisations auprès desquelles j'ai milité. Donc ça, c'est important parce que vous postuliez à des bourses d'excellence au niveau des États-Unis, en tout cas dans la sphère américaine, ou en France, ou je veux dire en Europe, je pense que de plus en plus, il y a ce côté extrascolaire
extra-académiques qu'il faut forcément et fortement valoriser. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, ou en Amérique, souvent, c'est un engagement sportif, fortement sportif qui est préféré, alors que, par exemple, dans les pays européens, vous avez une cause, que ce soit le climat, la santé, l'éducation, etc., et des choses sur lesquelles vous pouvez vous positionner de façon intéressante quand même pour. Et puis, il y a une dernière chose, c'est vraiment la préparation. Moi, par exemple, pour la bourse d'excellence fait parce que pour moi, c'est ce qui a été la chose la plus compliquée que j'ai pu avoir, encore moins que ce que j'ai eu récemment. Je me suis préparé pendant 2 ans parce que je savais que c'est ce que je visais pour une suite logique dans mon parcours, évidemment. Donc, je vais parler de la préparation. Après, je pourrais rentrer peut-être dans les détails, mais c'est ce que je voulais dire tout de suite là pour ma propre expérience. Je vous remercie. Merci, merci Credo pour le décor planté. Je peux rapidement dire que moi, je suis que médiateur entre vous et les participants. Et donc, pour ceux qui ont des préoccupations, laissez-les tout de suite dans le chat et puis Credo pourra vous répondre à la prochaine intervention. Je repose maintenant la même question au professeur Dabadé. Professeur, est-ce que vous avez eu un profil assez particulier qui a milité en votre faveur? Je sais que vous avez été aussi un major de promotion hein, dans votre cycle d'ingénieur. Vous pouvez le confirmer. Est-ce que ce profil a été un avantage pour vous? Est-ce que vous avez travaillé en amont à vous donner un profil qui puisse aujourd'hui vous permettre d'être boursier dès que vous vous lancez dans un appel à candidature? Pas seulement aujourd'hui en tant qu'enseignant, mais chercheur. Qu'est-ce qui a favorisé cette chance que vous avez à capter de bourse de la Guinée, en Allemagne, en passant par les Pays-Bas? Qu'est-ce qui est aujourd'hui votre plus grand atout et comment les jeunes peuvent arriver à se créer ces profils-là? Très bien, merci. Je félicite l'ami qui vient de parler. Le nom, c'est Frédéric, c'est ça? Credo Gansou. Credo. OK. Congratulations. Hein, j'admire son parcours et c'est ce qu'il faut. Hmm. Bon, j'ai aussi la bourse d'excellence. On a pratiquement le même parcours. Hein. Depuis que j'ai eu le bac, je me suis dit que je ne vais plus financer mes études hein, par mes parents. D'abord, ils n'ont pas les moyens. Donc, depuis le bac, j'ai eu la bourse d'excellence de l'État béninois. Ça, c'est important. J'aime qu'on dise que j'ai des bourses un peu partout dans le monde, mais je préfère qu'on commence par le Bénin. Oui, une bourse que j'ai eue, c'est la bourse d'excellence de l'État béninois lorsque vous allez au bac et vous avez au moins mention bien hein, quand on avait le bac. Et puis d'autres bourses qui sont venues. Je pense que oui, comme il a dit, hein, si vous avez un bon profil, ça peut toujours aider, un bon profil académique. Mais le tout ne se limite pas à un excellent profil académique. Je crois qu'il faut ajouter ce que j'appelle les compétences transversales, qu'on enseigne un peu, pas trop dans nos facultés, et qui font quand même la différence. Parce que c'est lui et moi, nous parlons ici, bon, c'est comme si la bourse était réservée aux majors de promotion. Pas du tout. Vous pouvez être un étudiant moyen et même passable et décrocher une bourse. Ça peut ne pas être forcément une bourse d'excellence, mais une bourse d'études. Hein, les bourses d'études ne sont pas que des bourses d'excellence. Il y a beaucoup d'universités qui offrent des bourses lorsque vous avez le master pour faire le PhD ou bien lorsque vous avez le bachelor, c'est-à-dire la licence, pour aller faire donc le master partout en Europe. Mais ça se base sur l'étude des dossiers. Donc, c'est compétitif. Et donc, c'est les meilleurs qui sont sélectionnés. Et donc, quand nous disons les meilleurs par rapport au profil académique, certes, mais les meilleurs par rapport à tout le dossier et ce dont il a parlé, c'est-à-dire des compétences extra-académiques, extra-universitaires, comptent. Ce que je voudrais juste dire ici, à l'entrée, vous avez dit, bon, ce que je peux dire, c'est comment vous valorisez les autres aspects. Et je vais citer premièrement votre CV. Hein, et comment
vous présentez votre CV pour postuler à une bourse, qu'elle soit une bourse d'excellence ou bourse de recherche, n'importe quoi. Donc, c'est très important. Vous devez avoir des compétences dans ce domaine. Il y a des gens qui ont des CV passe-partout. C'est-à-dire c'est le même CV qu'on s'écrit partout, alors que le CV doit être adapté, doit être spécifique. Le CV doit pouvoir essayer de refléter ce que les bailleurs recherchent. Donc, ça, c'est très important. Et la lettre de motivation, très souvent, on va vous demander ces documents-là. La lettre de motivation aussi, bon, parfois quand je lis, la semaine dernière passée et la semaine dernière, nous sommes en train d'étudier des dossiers pour sélectionner des doctorants, faire le doctorat entre le Bénin et la Belgique. Et quand vous lisez les lettres de motivation, vous vous dites, ah, ils ont besoin d'une formation. C'est pas juste aller sur Internet et copier des choses. Ça. Et nous avons des points que nous apprenons. Et vous perdez ces points-là, vous voyez. Donc, comment rédiger une lettre de motivation? Les lettres de recommandation qu'on demande aux enseignants souvent de fournir, comment vous veillez à ce que l'enseignant fasse ressortir vos points forts au niveau de ces lettres. Tout ceci est extrêmement important. Et je dirais, nous sommes au Bénin, nous parlons le français, c'est très bon. Quels sont les atouts que vous avez en anglais? On peut parler de chinois, mais je préfère parler de l'anglais. En réalité, lorsque vous faites l'effort d'ajouter à vos compétences linguistiques, ce qui est déjà le français, qui est un avantage pour nous, mais vous pouvez faire un effort de parler l'anglais, ça vous ouvre beaucoup de portes. Vous pouvez compétir là où les anglophones aussi se présentent dans la compétition. Et je dirais, vous avez dit quel est le parcours actuellement. Nous avons les projets. Vous avez vu les pays que vous avez cités, l'Allemagne, les États-Unis, même les Pays-Bas où j'ai fait le doctorat. La langue, ce n'est pas le français, c'est l'anglais. Donc, cela suppose qu'il faut faire un effort dans ce domaine. Et lorsque nous disons faire un effort en anglais, personne n'attend de vous de parler l'anglais comme un Américain ou comme un Ghanéen, forcément. On attend de vous que vous fassiez un effort de vous faire comprendre et que quand les autres parlent, que vous les compreniez. Les anglophones ne sont pas là à regarder les fautes à l'orthographe près, comme nous aimons le faire lorsque nous parlons français. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je dirais donc que le profil académique compte beaucoup. Il faut faire un effort d'être parmi les meilleurs, ça c'est une évidence, mais ça ne suffit pas du tout. Les compétences transversales, savoir donc comment vous pouvez présenter votre dossier, les compétences transversales que vous avez en termes de la présentation, en termes du montage même du dossier. Peut-être qu'on aura le temps de revenir sur ça. Tout ceci compte et pourra donc vous aider à décrocher des bourses là où ceux qui sont les majeurs de promotion peuvent échouer. Voilà. Merci. Ok, merci professeur, mais je reste avec vous très rapidement pour demander, je suppose que je suis actuellement un étudiant finissant un master, j'ai peut-être de belles moyennes, de bonnes moyennes. Est-ce que, quel conseil me donneriez-vous tout de suite et maintenant si je viens vers vous pour vous dire, professeur, je veux tenter une bourse par exemple. Quelle aptitude tout de suite je peux peut-être cultiver dans 1, 2, 3, 4, 5 mois pour avoir le meilleur profil afin de me lancer dans des opportunités de bourse. Et où trouver d'abord même aussi ces bourses parce qu'il y a une question qui est revenue. Quelles sont les universités qu'il faut cibler? Voilà. OK. Donc, je reste avec vous. Non, très bien, merci. Je pense que tout part de l'intéressé. Qui êtes-vous et que cherchez-vous? Donc, vous devez vous connaître. Vous avez fait un master dans quel domaine? Et vous désirez poursuivre votre étude, soit vous voulez reprendre un autre master ou bien c'est une thèse, et c'est dans quel domaine? Donc, vous devez vous connaître. Quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles? Après cela, vous allez maintenant, parce que vous avez un objectif à atteindre. Ah, j'ai un master, je suppose, en géographie et je souhaite poursuivre
mes études doctorales en géographie. Mais quel domaine de géographie m'intéresse? Est-ce que c'est la démographie? Est-ce que c'est la géographie environnementale? Je ne suis pas géographe, hein. Je prends juste un exemple. Donc, vous devez être précis et savoir ce que vous recherchez. Après cela, il faut maintenant une bonne préparation. Mon co-débatteur a dit tout à l'heure qu'il faut commencer le plus tôt que possible, 1 an, 2 ans à l'avance. Donc, lorsque vous me dites que j'ai le master et maintenant je veux chercher une bourse je vois déjà que c'est trop tard. Hein. Si vous avez envie de faire vos études doctorales après votre master et vous ne voulez pas vraiment perdre du temps, donc c'est pendant le master que vous allez commencer par vous préparer. Si vous attendez la fin du master pour commencer, vous allez perdre un peu de temps parce que vous vous lancez dans un processus très compétitif et ça peut ne pas marcher. Hein. Ou juste, je dirais, il y a plusieurs tentatives avant d'avoir le résultat escompté. Donc, vous connaissez, vous allez vous lancer très tôt, préparer sur ce que vous voulez faire. Et c'est justement la question qui vient, c'est-à-dire où est-ce que je trouve les sources de financement. Les sources de financement, il y a toute une liste en ligne. Et ce qu'il faut faire, c'est juste, moi, je m'abonne, vous allez sur ces listes et les gens vont vous dire, bon, inscrivez-vous. Quand les publications passent, ça vient dans votre email. Très régulièrement, vous avez les annonces. Et donc, je peux vous laisser toute une liste après, scholarship positions. Bon, je donnerai beaucoup d'exemples en anglais, malheureusement, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, celui qui parle français déjà, l'anglais peut se débrouiller. Peut-être si le temps nous permet, vers la fin, je peux donner quelques conseils à ceux qui veulent comment on peut apprendre rapidement l'anglais. Donc, il y a beaucoup de bases de données qui existent qui offrent des bourses. Maintenant, quand vous entrez au niveau, vous allez au niveau de ces bases-là, vous allez voir vos critères. Est-ce que ils offrent des bourses pour les gens qui viennent des pays en développement? Donc, vous pouvez regarder au niveau de leur base, OK, bourse pour les pays en développement ou bien bourse pour les étudiants venant de l'Afrique, etc. Donc, vous devez faire ces recherches-là. Et maintenant, dans quel domaine les bourses sont offertes? Donc, vous devez regarder si un domaine répond à vous, votre profil. Parce que si le domaine ne répond pas à votre profil et que vous postulez, vous perdez le temps. Personne ne vous sélectionnera, vous ne serez sélectionné parce que vous ne répondez pas aux attentes. Donc, vous devez connaître ceux qui offrent les opportunités de bourse. Quel est leur objectif? Quelle est leur vision? C'est une structure internationale qui veut faire la promotion de l'agriculture verte. Donc, vous allez faire un effort pour que votre candidature réponde à cet objectif. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Donc, en résumé, vous connaître vous-même, quelles sont vos attentes. Allez maintenant en ligne pour les différentes bases. Vous pouvez faire des recherches simples. Vous pouvez aller sur Bookscholar, OK, bourse de master 2024. Dans ce domaine, vous allez trouver beaucoup de sites qui offrent cette opportunité-là. Mais il y a des structures connues aussi, comme vous avez la Banque africaine de développement, les Nations unies, il y a ces structures, les fondations, Bill Gates, ça dépend de ses bouts de recherche. Il y a des fondations connues. Pardon? La DAD, par exemple? La DAD avec les Allemands, c'est très connu. Donc, vous voyez, vous pouvez aller au niveau de ces structures, la DAD, la DFG, et beaucoup au Canada. La liste est longue. Vous voyez, donc vous pouvez surfer, regarder tout ceci et voir ce qui répond à votre profil. Et maintenant, vous recherchez, vous allez essayer de voir quelles sont les pièces qui vous manquent. Qu'est-ce qui vous manque comme document? Et vous essayez donc de postuler et vous attendez les résultats. Et donc, bien faire le montage de dossier, et souvent le résultat est positif selon le cas, mais si le résultat est négatif,
vous apprenez de ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parfois, si vous postulez pour certaines bourses, on vous fait un retour. Et là, vous tenez compte de ça pour les tentatives futures, pour les prochaines tentatives. Et vous êtes dans un processus d'amélioration continue. Et vous essayez donc d'améliorer votre CV, d'améliorer, d'ajouter les compétences pour devenir de plus en plus compétitif. C'est un peu cela. Ok, vous avez tout à l'heure mentionné qu'il faut préparer une lettre de motivation assez solide. Il faut avoir un bon CV. Ça, nous allons revenir sur ça très prochainement parce que c'est toute une autre approche. Beaucoup aujourd'hui s'adaptent juste à copier de l'intelligence artificielle alors que l'IA ne vous connaît pas aussi. Il faut une motivation qui vient du fond du cœur, qui soit beaucoup plus structurée, qui soit beaucoup plus objectif. Donc, nous allons revenir sur ça très prochainement. Mais Credo, est-ce que vous pensez qu'il faut déjà avoir dès donc, le master un projet d'études pour le doctorat ou pour un post-master avant de se lancer dans la quête donc d'opportunités? Et deuxième question à vous, où est-ce que vous trouvez vous vos opportunités et comment vous faites la veille en la matière? Et si vous avez d'autres réponses à apporter après les précisions du professeur Dabali, vous pouvez aussi ajouter en même temps. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ben, j'ai l'impression qu'il y a du bruit toujours. Il y a un micro de Fulbert qui est allumé parmi. Ah, ok, je vais voir. Ouais, c'est parfait. Alors, je vais dire merci au professeur parce qu'il a dit il y a plein de choses qui ont été. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est-à-dire. Et ce que je voudrais dire, je vais essayer peut-être de répondre à la deuxième partie de la question avant de répondre à la première. Où est-ce qu'on trouve les bourses? Aujourd'hui, il y a un monsieur que j'ai vu, je ne sais pas s'il s'est déconnecté, Maurice Kouchika, que j'ai lu là tout. Ah non, je le revois. Donc, 2 minutes avant de me connecter tout à l'heure, je lui ai laissé un message en espérant parce que je connais un peu son agenda chargé, surtout à l'approche de l'ouverture de la bourse Eiffel qui, dans 2 jours, je pense, hein, la bourse Eiffel, 2 ou 3 jours. Je lui ai laissé un petit message pour lui dire, ah, j'ai oublié de te dire, il y a un webinaire sur lequel voilà, j'ai été invité. Est-ce que tu pourrais passer éventuellement? Peut-être il y aura des questions auxquelles peut-être les gens dans le chat. Alors lui, il a une plateforme qu'on appelle Le Boursier. Oui, j'espère que je ne me trompe pas. C'est collé. C'est écrit Le Boursier et c'est vraiment collé. Le Boursier. Et sur cette plateforme-là, il y a des astuces évidemment pour comment décrocher les bourses d'excellence, que ce soit des bourses d'excellence ou pas des bourses d'excellence. Il a eu, que ce soit en Afrique, hein, que ce soit en Afrique ou en Europe, il y a plein de personnes, de profils déjà qui ont réussi à avoir les bourses, qui sont passés sur ces panels, que ce soit YouTube, voilà, il a une plateforme en ligne, etc. Et c'est vraiment bien fait. Je suis ébahi par ce qui a été fait. Et sur cette plateforme-là, il y a une panoplie d'informations sur les bourses à venir. Et je sais un peu pour être voilà, ami à lui que récemment, il a travaillé dans le service d'excellence de Campus France. Bon, je parle de Campus France France, hein, je ne parle pas de Campus France Bénin, je parle de Campus France en France ici. Quelqu'un que j'ai côtoyé, qui a travaillé dans ce service-là, qui vient récemment de finir. Je pense qu'il va travailler au ministère de l'Intérieur maintenant. Et je disais juste que sur sa plateforme, il y a une panoplie d'informations sur une diversité de bourses. Vraiment. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des informations sur YouTube, sur sa plateforme YouTube, de comment est-ce qu'il faut faire, quelles sont les démarches pour ça. Donc, il parle de la bourse Sophie Germain, par exemple, mathématiques, c'est-à-dire en fonction des universités, en fonction des destinations. Et donc, je le dis comme ça. Oui, oui, bien sûr, je vois le message dans le chat, il pourra donner le lien, il pourra donner, enfin, si vous lui donnez éventuellement la parole, je pense qu'il pourra placer un mot. Et je le dis comme ça et je pense à deux choses que je voudrais ajouter. En réalité, la question des bourses, le professeur l'a dit, j'en ai vu des majors de promotion qui ne sont pas arrivés à avoir des bourses d'excellence par la suite. Je parle de bourses d'excellence que des majors n'ont pas réussi à avoir. C'est un peu contraignant, un peu contradictoire, on peut se dire. Mais évidemment, ce que vous arrivez à vous frayer comme chemin, que ce soit dans une association de mobilité, je ne dis pas de devenir activiste forcément, mais que ce soit même le poste de secrétaire que vous occupez, tenez-les bien et vous avez des compétences, des aptitudes, des capacités que vous pouvez faire valoir à tout moment. En fait, ce que les gens recherchent
C'est pas que vous soyez activiste d'une cause, que vous dites le féminisme, c'est ça, oui, il faut faire ci, ça. Non, pas du tout. Enfin, je peux donner plusieurs exemples, hein, je ne parle pas du féminisme spécialement. Ce que je dis, que vous soyez activiste sur les questions de climat, d'environnement, etc. C'est pas forcément ça ce qui compte. Ce qui compte, c'est comment est-ce que vous avez été leader dans votre communauté. Comment est-ce que vous avez occupé un poste de responsabilité, comment est-ce que vous l'avez tenu? C'est ça que vous pouvez vendre. Et donc, moi, j'estime que c'est le plus, c'est ce que vous faites en dehors des études. Et c'est ça ce qui différencie celui qui est major et qui n'a fait que des études, qui n'a été, enfin, qui n'a qu'un profil académique ou scolaire, de quelqu'un qui a fait une diversité de choses qu'il peut vendre à un moment donné ou à un autre. Et donc, euh, pour moi, il faut se préparer. Se préparer veut dire ce que le professeur a dit. Alors, peut-être c'est parce qu'il a parlé avant moi, mais j'avoue que on le dit, mais il faut revenir là-dessus. Les CV, les lettres de motivation, honnêtement, enfin, c'est les deux documents qui, pour moi, qui définissent si vous allez avoir une bourse, en tout cas à 80%, si vous allez avoir une bourse ou pas. Comment vous vendez ce que vous avez fait? Comment vous, comment vous exprimez ce que vous avez comme projet? Comment vous exprimez, évidemment, dans un français très limpide ou dans un Que je ne anglais? vous arrête pas, je vous arrête pas, ben, il y a une question tout de suite. Comment valoriser son engagement dans les organisations dans un CV? Puisque vous en parlez, comment vous arrivez à vendre votre militantisme dans un CV pour avoir plus de chance, par exemple? D'accord. Vous ne m'arrêtez pas, mais vous m'avez arrêté quand même, hein. Non, mais c'est pour la bonne cause, mais juste que je pense que j'ai... euh, sur- comment, comment valoriser, en fait, c'est ça, hein, comment valoriser ce qu'on a eu comme engagement dans une association, dans une organisation, ou même dans un regroupement de quartier. Ça peut être une coopérative. En réalité, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ils se disent que sur leur curriculum vitae, ce que nous appelons CP, oui, ce qu'il faut mettre, c'est ce qu'ils ont occupé comme poste. Et quand vous n'avez pas de poste, quand vous n'avez pas occupé un poste de responsabilité ou dans une... Enfin, je veux dire, quand vous n'avez pas eu un travail déjà encore, qu'est-ce que vous pouvez valoriser? Évidemment, c'est ce que vous avez pu faire dans une association, c'est ce que vous avez pu faire dans une coopérative. C'est le fait que vous puissiez dire qu'à l'université, vous avez été responsable, mais ça peut vous décrocher une bourse. C'est étonnant, mais ça peut vous aider à décrocher une bourse. Parce que le leadership qu'on veut, on veut juste que vous soyez capable de dire, enfin, que vous soyez capable de démontrer justement que il y a quelque chose que vous avez pu tenir. Vous avez pu tenir une comptabilité dans une petite association de quartier. Et donc, sur le CV, il y a ce qu'on appelle, compétences extra, ou si vous voulez, hein, vous pouvez parler de leadership associatif. Il y a une rubrique qu'on appelle leadership. Quand vous prenez, moi, mon CV, par exemple, vous l'avez toujours, que ce soit pour postuler à une bourse de thèse, etc. Et tout. Moi, j'ai toujours ça dessus. Donc, que ce soit voilà, leadership associatif ou bien compétences extra-académiques ou extra-scolaires, comment est-ce que vous pouvez dire? Et vous dites le poste que vous avez occupé ou ce que vous avez fait. Et vous décrivez correctement. C'est ça qui enrichit justement votre CV. À part ça, il y a les bon, vous avez milité dans une organisation, dans une association sur peut-être la justice sociale ou je ne sais pas quoi, Amnesty International ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Les activités auxquelles vous avez pris part, vous pouvez essayer de les décrire. Si vous n'avez pas grand-chose à dire justement dans votre CV, il y a des choses que vous pouvez faire valoir. Les conférences internationales ou nationales auxquelles vous avez participé. Et quel a été votre positionnement clé? Vous avez été président d'un jury voilà, d'un présidium de tel qui parlait, voilà, de la question, par exemple, des avortements en République du Bénin ou des IVG, des interruptions volontaires de grossesse, etc. Et tout. Donc, je pense que sur une question donnée, après la question de est-ce qu'il faut être partout et nulle part à la fois, ça c'est autre chose. Parce qu'on voit des gens être dans mille et une associations à la fois. C'est pas de ça que je parle. C'est une question donnée sur laquelle vous estimez que tout n'est pas encore parfait et que parce que vous avez une vision de ce que devrait être la société, vous engagez, vous militez, ou que vous retrouvez dans un espace culturel, associatif ou sportif donné et que vous pouvez faire quelque chose pour une cause donnée, ben, vous faites valoir cela sur votre CV. En fait, c'est ce que j'essayais de dire. Je ne sais pas si c'est bien compris, mais
vraiment, sur le curriculum vitae, on pourra partager après, hein, donc comment faire un CV, qu'est-ce qu'on peut avoir sur un CV, on peut en parler longuement après, mais il y a des compétences clés qui ne sont pas liées à ce que vous avez fait sur le parcours, dans votre parcours académique ou associatif, que vous pouvez faire valoir. C'est ce que j'essayais de dire dans ce sens. Professeur Sylvain Dabadé, est-ce que vous me recevez? Allô, professeur? Tout à fait, oui, oui, je vous reçois. Voilà, quelqu'un demandait par exemple comment donc structurer son projet d'études. Alors, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez déjà élaboré un projet d'études il y a une fois en voulant étudier pour le master ou pour le doctorat? C'est sûr. Bon, Ah, oui, oui, oui. Le projet d'étude, cela suppose que vous ayez quelques compétences dans ce que nous appelons, par exemple, le protocole de recherche. À la faculté des sciences agronomiques où je suis, nous donnons des cours sur comment rédiger un projet d'étude, un projet de recherche pour donc essayer de convaincre le bailleur. Et donc, ce que je sais passer en 2 heures, si je peux faire le cours, non. Donc, mais il faut savoir déjà que cette compétence-là est nécessaire. Lorsque l'on veut évaluer votre projet d'étude ou votre projet de recherche, on doit pouvoir voir clairement quels sont les objectifs que vous vous fixez, quel est l'objectif global, les objectifs spécifiques de votre étude et quelle est l'adéquation entre les objectifs et la méthodologie que vous pensez hein, adopter pour atteindre ces objectifs-là. Donc, on va chercher à avoir la cohérence. Parfois, vous lisez des projets d'études et les objectifs, d'abord, il n'y a pas un lien entre eux, il n'y a pas de cohérence. Et quand on va au niveau de la méthodologie, c'est encore autre chose carrément. Et on va voir aussi hein, le temps imparti et comment vous appréciez, quel temps il faut pour faire tout ce que vous écrivez là. Est-ce que c'est réaliste? Et enfin, on va voir le budget que vous proposez. Est-ce qu'on vous a donné une limite à ne pas dépasser? Mais comment vous faites les aspects de budget? Est-ce que vous voulez mettre les sous juste pour ce qui n'est pas essentiel? Hein? Donc, tout ceci est examiné et étudié et la cohérence de, de tout le projet est souvent évalué. Donc, je pense que si vous le souhaitez, on peut revenir sur ces aspects-là beaucoup plus en détail plus tard. Donc, ce qui est important hein, de savoir, c'est que pour moi, hein, il ne faut pas postuler à toutes les bourses juste parce qu'on a lancé les bourses. Sinon, vous allez beaucoup vous décourager et pas pour défaut de non-sélection chaque fois. Donc, ce qu'il convient de faire, c'est de bien rechercher quelle opportunité répond mieux à votre profil. Ça, c'est le plus important. Donc, vous avez vu, hein, il y a beaucoup de sources de financement, les bailleurs, les bourses existent, mais pour vous, là, vous, c'est pourquoi je dis que la première des choses, c'est de vous connaître vous-même. Quels sont vos atouts? Et vous devez rechercher, ah, ceci-là, c'est vraiment dans mon domaine. Et quand c'est dans mon domaine, c'est ça que mon co-débatteur dit, je fais alors tout l'effort nécessaire dans ma lettre de motivation, mon CV, pour faire ressortir hein, ce que j'ai comme compétence. Hein, nous disons, quand je fais le cours, hein, c'est la rencontre, c'est comme il y a l'offre, il y a la demande. Les gens donnent offre. Il faut prouver que vous êtes le meilleur candidat. C'est vous qui répondez mieux à leur attente. Et peut-être qu'on aura autant aussi le temps de le dire. Parfois, pour certaines bourses, il y a une étape de présélection hein, au niveau des dossiers, mais il y a une étape d'interview après. Et ça, c'est aussi une étape très importante. Comment je prépare mon interview hein, pour être sélectionné? Hein, la dernière que j'ai faite, c'est en 2023. On cherchait 4 personnes dans le monde. Euh, donc, finalement, il y avait 2 Américaines, quelqu'un de Malawi et je suis le seul béninois. Vous voyez, interview qu'il faut préparer. Je me rappelle hein, de combien de temps j'ai mis pour préparer l'interview là, mais je savais que ceci répondait à mon profil, j'ai du potentiel, je me prépare et je réponds à donc. Vous voyez, je pense que l'objectif de cette première séance va être juste
de dire un peu les points sur lesquels il faut faire attention, il faut veiller. Et puis plus tard, on peut prendre chacun de ces points et essayer d'approfondir ce que nous y mettons. Justement, professeur, nous allons aussi revenir très prochainement en présentiel parce qu'il y a de ces points-là qui ne peuvent pas être abordés aussi forcément en ligne. Il faut parfois de ces séances aussi en présentiel pour pouvoir aider les gens à mieux s'approprier le contenu et mieux s'apprêter. Mais déjà, dites-nous, pour les jurys dans lesquels vous avez été membre, quelles sont les erreurs qui revenaient beaucoup plus dans les dossiers de candidature pour les appels à candidature pour les bourses? Quelles sont les erreurs qui revenaient sans cesse, certainement dans les CV, hein, mais beaucoup plus également dans les lettres de motivation, mais dans le profil de la préparation du candidat, qu'est-ce qui revenait beaucoup plus comme erreur et que les participants peuvent commencer par éliminer progressivement? D'accord. Merci. Non, il y a beaucoup d'erreurs qui viennent. Je donnerai l'exemple de ce que nous faisons actuellement. On a des bourses ARES, ça c'est financé par les Belges, et nous sommes en train de sélectionner beaucoup d'étudiants actuellement. Et les erreurs élémentaires, c'est que parfois le dossier est très mal monté. On a lancé un appel où on dit on veut recruter, je dirais, 4 doctorants. Et on a donné des thématiques pour chaque doctorant. Et vous voulez postuler pour une telle bourse et vous ne précisez nulle part la thématique pour laquelle vous postulez. Et quand les gens prennent le dossier, on dit, mais bon, c'est où, c'est où? Vous voyez, ça c'est une mauvaise préparation du dossier. Et il y a des gens qui oublient de mettre une pièce, par exemple. Donc, c'est des choses élémentaires. Donc, lorsque on a un dossier comme ça à préparer, il faut éviter de faire cela dans la précipitation. Je pense que c'est une préparation précipitée qui engendre ces erreurs élémentaires. OK. Donc, il faut très tôt se mettre au travail et bien monter son dossier. Deuxièmement, les erreurs qui viennent, j'avais déjà dit ça brièvement, c'est que parfois vous lisez le CV est vide, et on n'a pas grand-chose à tirer, alors que c'est des étudiants que nous connaissons, ils ont milité, ils ont participé, ils ont été responsables de classe. Le collègue l'a dit, hein. Ça paraît banal, mais c'est des choses parce que nous, on a mis des points pour ça. Parce que c'est compétitif et c'est à la fin, on veut prendre seulement quelques-uns. Donc, juste quelques mentions de vous, ce qui fait de vous une spécificité peut faire une grande différence parce que vous êtes dans un processus vraiment compétitif. En réalité, c'est ça. Et aussi, au niveau des lettres de motivation, vous allez voir les gens qui disent, OK, bon, parce que mes parents sont pauvres, je n'ai pas de l'argent, donc je postule à cette bourse-là. Non, c'est pas ce que nous recherchons. On ne veut pas savoir si vos parents sont pauvres ou riches. Ce que nous voulons voir dans votre motivation, c'est de nous convaincre, c'est de nous montrer que vraiment, vous êtes, hein, you are the best. Vous êtes le meilleur candidat parce que vous avez telle compétence, telle compétence. Et lorsqu'on va vous recruter, on vous donne cette opportunité-là, vous allez contribuer de cette manière à atteindre l'objectif qui est fixé par la structure qui finance le projet, etc. Vous voyez? Donc, ça, voilà je vois qu'il faut une formation par rapport à comment rédiger une lettre de motivation convaincante, comment rédiger un CV convaincant. Et puis, bon, les autres, ce n'est pas des erreurs. Parfois, quelqu'un, il a un profil, par exemple, en sciences sociales et postule pour la bourse et dit qu'il va faire la microbiologie alimentaire. Voilà. Nous classons déjà ces dossiers comme dossiers irrecevables parce que le profil ne répond pas. Donc, et je dis, mais pourquoi il a perdu son temps à faire ceci? Bon, parfois on peut se dire, tentons la chance, si on n'a personne, on peut... Non. Je pense que pour ce niveau de sélection, il y a tellement beaucoup de candidats que ce serait vraiment utopique de croire que même si mon profil ne répond pas, j'aurai une chance extraordinaire ou bien il y a un Dieu qui va... Je suis croyant, je ne dis pas que Dieu n'existe pas, mais ce dont nous parlons ici, c'est du concret. Il faut voir si effectivement vous répondez au profil et vous préparez votre dossier. On a demandé de soumettre les dossiers pour un autre projet le 20 septembre dernier.
Et les gens ont soumis au-delà de l'heure, donc à 22 heures. On a dit au plus tard à 18 heures, on a vu des dossiers de 22 heures, on a dit on ne prend pas en compte. C'est parce qu'on n'avait pas un système performant. Sinon, si vous avez ce que nous nous soumettons en ligne, lorsqu'il est l'heure, vous n'arrivez plus à soumettre, c'est fini. Donc, vous voyez comment vous pouvez perdre des heures à préparer un dossier et puis, pardon, pas des heures, des jours, des semaines à préparer un dossier et vous ratez la soumission hein, parce que vous avez attendu jusqu'à la veille ou la dernière minute où peut-être on a coupé le courant, il y avait Internet au Bénin, ça, et vous ratez hein, tout l'effort que vous avez fourni des jours durant. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça là aussi et bien préparer le dossier, soumettre à temps, faire lire son dossier aux gens qui sont proches. Vous savez, à certaines universités, si je vais parler un peu des bourses de recherche, puisque nous parlons des deux ici, il y a un comité interne. Il y a des gens, autant que nous sommes, nous avons des skills, des compétences différentes. Il y a des gens, est-ce que vous pouvez lire ceci pour moi? Les gens peuvent vous lire votre dossier et vous faire ressortir hein, des éléments très importants qui vont vous permettre hein, de gagner le projet. Donc, si vous finissez, si vous commencez un peu tôt, vous pouvez envoyer votre dossier à un enseignant, à un tuteur, à un aîné pour dire, ah, toi, tu as déjà eu cette bourse une fois. Hein? Bon, je te donne mon dossier si tu peux jeter un coup d'œil. Bon, les gens, c'est des gens qui sont aussi occupés, mais si vous l'envoyez un peu tôt, et vous essayez de lui dire ça, les gens sont toujours prêts à aider. Il va vous lire et vous faire ressortir des éléments importants qui pourront faire la différence. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment, hein, pour ne pas monopoliser la parole. D'accord. Je reviens maintenant à M. Clédo. Tout à l'heure, M. Maurice Kouchika est là. S'il est là, je pense qu'il peut me faire un signe. Là, je le reviens dans 2, 3 minutes. Monsieur Credo Gansou, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de postuler à un appel à candidature de bourse et d'avoir un refus? Et selon vous, peut-être quelle a été l'erreur qui vous a coûté ce refus-là? Euh, c'est une question difficile, hein, vous savez, j'ai plus souvenance à... Non, bourse d'études, non. Bourse d'études, non. Pour être très honnête, non. Mais par contre, j'ai postulé à des... Enfin, j'ai pris part à des compétitions auxquelles j'ai échoué, hein, et qui pourraient... voilà, des compétitions auxquelles j'ai échoué. Donc, il faut le dire comme ça. Et même à des colloques auxquels je devrais participer, auxquels finalement on m'a pas retenu, hein. Donc, il y a pas, je pense qu'il y a toujours des échecs sur le terrain, sur le chemin, pardon, seulement qu'il faut persévérer. Parce que j'ai vu dans le même temps, hein, dans le même ordre d'idée, quelqu'un qui demandait dans le chat pour avoir une bourse dans un domaine donné, qu'est-ce qu'on pense de l'hypothèse, pas l'hypothèse, la session selon laquelle il faut connaître quelqu'un dans le domaine pour obtenir la bourse. Enfin, moi, je pense que cette hypothèse-là n'est pas valable, hein. Il faut tenter, tenter et tenter. Le professeur a dit une chose importante, c'est que il faut matcher son profil ou savoir à quelle bourse vous postulez, quels sont les critères, les conditions avant de postuler. Il ne faut pas postuler à tout et à rien. Il faut postuler vraiment parce que vous matchez, votre profil match correctement avec ce qui est demandé. Ou quand même, parmi les différentes thématiques qui sont proposées, que vous vous retrouvez pleinement dans ce qui est, voilà, dans ce qui est demandé. Je pense que c'est hyper important de prendre cela en compte avant de postuler. Et quand, moi, par rapport à mes échecs, moi, j'ai gardé des leçons. C'est que je n'étais pas encore forcément bien préparé pour. C'est-à-dire que je prétendais postuler à des choses qui étaient un peu plus, voilà, le level était beaucoup plus high pour moi. Mais parce que justement, je ne baisse pas les bras et que je sais que ce ne sont pas des choses éliminatoires, c'est-à-dire le fait d'avoir postulé une fois ne fait pas, et d'avoir échoué ne va pas restreindre mes chances d'y accéder une prochaine fois. Eh ben, je peux essayer de postuler. Donc, c'est comme ça que je me dis là, parce il y a des bourses d'études où c'est comme si on vous affichait, quoi. Vous postulez une fois, si c'est une bourse d'études et que vous postulez une fois, je prends l'exemple de la bourse Eiffel, je sais pas, je sais plus si ça doit être, si c'est toujours comme ça, mais moi, je pense
que c'est une seule fois hein, pour postuler, ou c'est la bourse Vani au Canada, ou je ne sais plus. Quand même, il y a une bourse, c'est quelque chose qui me revient. J'espère que je ne donne pas de fausses informations. De toute façon, il y a Maurice là, qui est expert dans les bourses, qui pourra revenir là-dessus si le temps le permet. Donc, moi, je pense que j'ai postulé à des choses pour lesquelles je n'avais pas forcément le background, et c'est ce qui a peut-être occasionné un échec ou des échecs, mais généralement, en tout cas pour les bourses d'études, j'ai pas encore eu d'échec jusque-là. D'accord, Merci. 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 Et je pense que plus on est préparé, plus on tire le son des premiers échecs, on finit par augmenter ses chances de réussite également. Monsieur Maurice Kouchika, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez très rapidement allumer votre micro pour nous dire comment vous arrivez, vous, à, à développer une veille en matière donc d'opportunités de bourse et quels conseils avez-vous pour les participants à ce webinaire? Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien depuis votre position. Je remercie les organisateurs de ce live. Étant moi-même organisateur pour d'autres lives, pour ma plateforme, je sais ce que c'est. Donc, merci beaucoup à vous de permettre à des jeunes talents de découvrir des opportunités dont ils n'ont pas forcément connaissance. Et merci surtout à mon ami Credo qui m'a invité pour placer un petit mot dans ce live que je suis avec beaucoup de plaisir. Alors, je suis Maurice Kouchika. Je suis, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, il faut souligner d'où on vient. Donc, comme Credo et le professeur, je suis également un ancien boursier du gouvernement béninois pour ma licence notamment. Et je suis aussi alumni de la bourse Eiffel comme Credo. Alors, en ce qui concerne la veille, il faut déjà dire, comme l'a souligné le professeur, je pense, savoir ce qu'on veut et travailler pour cela. Moi, j'ai découvert la bourse Eiffel par hasard, hein. Je cherchais des opportunités de voyage pour ma petite amie et j'ai découvert la bourse Eiffel juste comme ça. Avant, je n'en avais jamais entendu parler, je ne savais pas que ça existait, par exemple. Donc, ce qu'il faut faire, c'est chercher sur Internet, savoir quelles sont les opportunités qui existent. Le professeur a mis dans le chat un ensemble de liens qui mènent à des répertoires de bourses. Mais pour la francophonie, il y a une plateforme extrêmement intéressante sur laquelle je me rends très souvent moi aussi, qui est master.tn, master.tn. Il semble que c'est un site hébergé en Tunisie, donc d'où le suffixe. Donc, c'est un site qui, dès qu'une offre intéressante est publiée, relaie ça tout de suite. Je ne sais même pas comment ils font. Donc, c'est assez actualisé, c'est à jour. La personne ou les personnes derrière font un travail vraiment intéressant et colossal. Donc, il y a ce site-là, par exemple, hein. Il y a aussi euh, Opportunity for Youth ou je ne sais plus quoi. En tout cas, il y a beaucoup d'autres bourses comme ça. Il suffit de taper. Au fait, moi, je donne un exemple très simple pour trouver une opportunité de bourse. Il suffit de taper le domaine dans lequel on recherche la bourse, le niveau pour lequel on recherche la bourse et peut-être la formation. Par exemple, j'ai un master en droit. J'ai une licence en droit, pardon. Je recherche un master en droit. Je tape bourse, master droit et peut-être France ou Allemagne. Et là, Google, c'est quand même bien foutu. Toutes les opportunités viennent. Bien sûr, il faut faire attention aux arnaques et tout. Mais tant qu'on ne vous demande pas de l'argent, tant qu'on ne vous demande pas des trucs suspects, bah, il faut prendre l'information et peut-être se renseigner autour de soi pour savoir si c'est vérifié, comment ça se passe. Moi, sur ma plateforme, je ne vais pas dire que je parle de toutes les bourses. C'est tellement difficile parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Ce que je fais plutôt, c'est de travailler à aider les gens à formater leur dossier de sorte à postuler à n'importe quelle bourse dans le monde. Avoir un très bon CV, avoir un très bon projet professionnel ou de recherche, savoir comment rédiger la lettre de motivation correctement, bah, tout ce que le professeur a cité tout à l'heure. Donc, savoir faire ça de sorte à postuler, par exemple,
pour la bourse Eiffel, pour la bourse Chevening, pour la bourse Vanier, pour la bourse Fulbright, pour la bourse pour les bourses TAAD en Allemagne. Donc, avoir un dossier compétitif parce que les meilleurs, c'est pas ce qui manque, mais il faut travailler à être meilleur parmi les meilleurs. Et le professeur Credo l'a souligné tout à l'heure, l'essentiel n'est pas forcément la moyenne. Je parle beaucoup de bourses d'excellence, moi aussi. Je n'ai même pas souvenir des bourses à caractère social dont j'ai parlé. L'excellence, elle est quand même plébiscitée. Parce que quelle que soit ton origine, quelle que soit la condition sociale de tes parents et tout, tant que tu es bon, tu as la chance ou la possibilité d'avoir une bourse d'études. Donc, il faut quand même préparer un dossier qui puisse rivaliser avec des Indiens, qui puisse rivaliser avec des Américains, des Canadiens, des Anglais, des Togolais ou des Guinéens, quoi. Donc, un dossier passe-partout. Passe-partout, pas en termes de, voilà, élémentaire, mais passe-partout en termes d'excellence, en termes de prestige, en termes de qualité. Et puisque moi, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les informations sur les différentes bourses, ce que je fais, c'est que je reçois sur ma chaîne, comme vous le faites aujourd'hui, des profils intéressants, des profils de grande qualité, des profils à renommée internationale pour partager leur expérience de différentes bourses d'études. J'ai ainsi reçu Credo, par exemple, sur ma chaîne il y a un bout de temps. J'ai reçu beaucoup d'autres comme ça, qu'ils soient africains ou d'autres continents. Et je pense que ce brassage-là aussi intellectuel permet aux gens de démystifier beaucoup de choses. On n'a parfois l'impression qu'une bourse, que ce soit pour le master, le doctorat, le postdoc, on a l'impression que c'est réservé à une élite, que c'est réservé à des gens super doués. De loin, c'est ce qu'on pourrait penser, mais ce n'est pas toujours vrai à côté de la moyenne qui doit être quand même bonne, hein, parce qu'il s'agit d'une bourse d'excellence. Il faut ajouter beaucoup d'autres choses, l'engagement, le bénévolat, ou même tout simplement une carrière professionnelle. La plupart des bourses d'études aujourd'hui valorisent cela d'ailleurs. Une expérience professionnelle au moins et une expérience dans l'engagement social. Donc, si vous avez ces deux-là, par exemple, même si vous n'avez pas une moyenne exceptionnelle, vous pouvez prétendre aux bourses les plus prestigieuses du monde. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire. Et pour revenir sur la question qui m'a été posée, pour faire la veille, il n'y a pas de solution miracle. Il faut chercher. Il y a Internet qui existe depuis 70 ans maintenant. Donc, il faut pouvoir en user au maximum. Aller sur Internet doit être un réflexe pour tout le monde. C'est sur Internet que vous trouverez les opportunités. D'ailleurs, les bourses, tout se passe en ligne aujourd'hui. Donc, allez-y, cherchez, creusez. Et si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher des gens qui ont déjà eu la chance de passer par là. Donc, le professeur, bon, qui est forcément très, très occupé, cette plateforme sur laquelle on est en train de faire notre live, ou des gens comme Credo et moi-même. Maintenant, ce que j'aimerais souligner, je parle beaucoup, c'est comme ça que ça fait quand on vient d'une formation littéraire comme la mienne, mais pardonnez-moi. Ce que je dirais plutôt, c'est de ne pas avoir une attitude passive lorsqu'on cherche de l'aide. Il faut plutôt être très, très actif. Moi, j'ai créé une plateforme qui a aujourd'hui une certaine réputation, mais je constate que les gens veulent toujours un modèle de CV, un modèle de lettre de motivation, un modèle pour tout refaire. Ou bien ils t'écrivent et tu remarques que malgré tout ce que tu as déjà mis en ligne, malgré tous ceux qui ont pu partager leur expérience sur tel ou tel sujet, bah, les gens sont pas. Parce que tout est en ligne, mais ils ne veulent pas chercher. Et même quand tu leur envoies des liens, quand tu leur dis, voilà, regarde cette vidéo, clique sur ce lien, lis cet article, ils ne veulent pas. Donc, dans ce cas-là, moi, je ne sais plus quoi dire parce que l'excellence, c'est aussi savoir aller vers l'information, savoir se dépasser. Donc, Credo n'a pas eu cette bourse aujourd'hui en croisant les bras, en restant dans son coin, en attendant que ses professeurs, par exemple, fassent tout à sa place. Donc, il faut être très actif, proactif même, et
prendre 100 francs, 200, 300 francs de forfait au lieu d'aller regarder les bérets sur TikTok. Allez de temps en temps chercher D'accord, des opportunités comme ça je sur, vous comprends. Mais j'ai une toute voilà. dernière question pour vous, Monsieur Maurice Kouchika. Très impressionnant ce que vous partagez comme conseil. En tant que littéraire, puisque vous l'avez souligné, est-ce qu'on a souvent la même chance de décrocher une bourse quand on compétit avec un profil littéraire comparé à quelqu'un qui a un profil scientifique? Il semble qu'il y a très peu de bourses, normalement, dans le domaine de la littérature, et que c'est beaucoup plus les scientifiques qui ont cette chance-là de décrocher des bourses. Est-ce que vous confirmez? Et comment vous arrivez, vous, à vous, euh, à vous saisir de cette opportunité-là en littérature? Bien, merci beaucoup. Je ne vais pas dire que le niveau de compétition est distinct. S'il y a une opportunité à la fois pour les littéraires, pour les scientifiques, bah, ce qui prime, c'est l'excellence. Et on ne va pas prendre un littéraire à la place d'un scientifique ou un scientifique à la place d'un littéraire. Si un programme offre la possibilité de postuler aussi bien quand on est littéraire que quand on est scientifique, c'est pour envoyer les candidats ou les sélectionner dans des formations très précises. Mais il est vrai que les bourses littéraires sont pas celles qui courent le plus les rues. C'est très difficile de trouver une bourse pour faire, par exemple, la littérature française. Je ne connais pas de bourse en philosophie, par exemple. Je ne connais pas de bourse en espagnol, peut-être en Espagne, le pays. Donc, oui, c'est vrai, c'est difficile, mais il y en a quand même. Il y en a quand même. La bourse elle a fait un grand progrès en ce qui concerne ce domaine-là. Et aujourd'hui, on peut postuler à la Bourse Eiffel pour faire une formation totalement littéraire, pour faire une formation dans le cadre du patrimoine, donc tout ce qui a rapport avec les musées, l'architecture, pas en tant que conception, mais en tant que design, je veux dire. Il y a la bourse Smart Up aussi de Paris Cité qui a un volet littéraire. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bourses américaines qui offrent des formations pour des profils francophones. Il y a par exemple l'Université Miami qui a un master comme ça, un programme de boost pour master, pour faire venir des profils littéraires dans sa formation pour faire un Master of Arts en littérature française. Et à la fin, au fait, c'est que ce n'est pas seulement une bourse pour faire la formation. À la fin de la formation, vous êtes en même temps pris comme professeur assistant à l'université et vous avez eu d'autres bourses pour continuer au doctorat. Donc, en ce moment-là, vous enseignez un cours de littérature française pendant que vous préparez votre thèse. Et je trouve ça formidable. Il y a beaucoup de bourses, pardon, beaucoup d'autres bourses comme ça. Et il suffit de savoir où chercher et les opportunités sont là. Merci beaucoup. OK. Merci, Monsieur Kouchika. Merci surtout pour ces orientations pour ceux qui ont fait de la littérature. Credo, quelques conseils pour finir. Ben, merci à vous. Je m'apprêtais à écrire dans le chat que je risque de vous laisser. Mais Justement, c'est un vrai bonheur, je vous dis, hein, c'est un vrai bonheur d'être avec vous, avec chacun ici. Pour moi, c'est en même temps un mot de fin, hein, vous me le permettez. Vous savez, euh, j'évite de m'ériger en donneur de leçons parce que moi-même, je continue d'apprendre. Et les conseils, vraiment, c'est pas mon fort. Ce que je veux dire, c'est que il y a trois choses que moi, je pense qu'il faut garder de notre discussion, en tout cas de nos échanges ici cet après-midi. La première, c'est que tout le monde peut avoir une bourse. Tout le monde peut avoir une bourse. Tout le monde devrait pouvoir avoir accès à une bourse ou à une autre. En tout cas, une bourse, qu'elle soit une bourse d'excellence, une bourse de solidarité, une bourse sociale, comment vous l'appelez, peu importe. Seulement, il va falloir se préparer à l'avance. Et se préparer veut dire une multitude de choses. La deuxième chose deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que euh, la proactivité, c'est-à-dire la proactivité à outrance ne nuit pas. En tout cas, pour moi, c'est ce que je pense, hein. Et il est opportun aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus compétitif, avec une architecture assez bizarre, assez contraignante. Aujourd'hui, il y a des questions assez essentielles sur lesquelles
on devrait, si ce sont des bacheliers ou je ne sais pas, orienter les gens. Que ce soit des gens qui ont fait déjà, qui ont déjà fait un cycle licence ou des gens qui sont dans un master et qui ont déjà une certaine spécialité sur les questions de paix, sur les questions, par exemple, de paix et de sécurité aujourd'hui, sur les questions de santé publique, on prend la COVID-19 et tout ce qui va avec je parle des dernières actualités, hein. Je, je ne sais pas si vous me recevez, mais je parle des dernières actualités. La Oui, question de je paix vous et de reçois. sécurité, Mm. d'accord. La question de paix et de sécurité, je parlais de la guerre en Ukraine, etc. Aujourd'hui, avec le Rwanda et une panoplie de pays, que ce soit sur les questions de développement durable. Aujourd'hui, le professeur en parlait tout à l'heure, la sécurité alimentaire, un certain nombre de choses avec le changement climatique, les questions d'eau, d'assainissement, etc. Alors, de plus en plus, on a besoin de profils assez pointus et non de généralités dans lesquelles il faut aller se foutre. Et puis, une dernière chose que je voudrais préciser, donc la toute dernière, c'est que euh, la, l'anglais, parce que je ne l'avais pas précisé, parce que j'étais sûr que le professeur allait revenir là-dessus, apparemment, on n'a pas beaucoup de temps. La dernière chose, donc, c'est par rapport à l'anglais. Vous savez, c'est vrai, on le dit, on le répète. Et je pense que les gens qui ont le même âge que moi, ou en tout cas moins que moi, n'ont pas encore compris ce dont il s'agit. En fait, l'anglais, ce n'est plus une nécessité. Je ne sais pas, je cherche le mot, peut-être il ne me revient pas, mais j'espère le trouver avant la fin, avant de disparaître du webinaire. Mais c'est dit, l'anglais est incontournable de plus en plus. Et même, je pense que Maurice, qui parle, quand il parle de lettres, il a fait les lettres modernes, aujourd'hui, il doit être d'accord avec moi que même pour des francophones, on a besoin, aujourd'hui, pour des cours dans un pays francophone comme la France, par exemple, il y a des cours qui se font entièrement en anglais. Ce n'est plus un choix qu'il faut opérer, c'est une obligation. Donc, l'anglais aujourd'hui, quand le professeur en parlait, euh, c'est tellement important que je cherche les mots pour dire que c'est obligatoire aujourd'hui pour tout le monde, justement parce que même dans le monde professionnel aujourd'hui, la différence que vous pouvez faire, c'est l'anglais. Donc, c'est une chose sur laquelle je reviens. Je voudrais repréciser qu'il est non plus opportun, mais obligatoire de comprendre l'anglais, de parler l'anglais, de s'exprimer en anglais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Credo, pour ce partage de votre expérience. Merci surtout pour les conseils, merci pour les orientations. Je suis sûr que une dizaine de personnes au moins connectées ont pu s'inspirer de votre parcours et vont se mettre d'air ce soir, dès demain matin déjà, à appliquer certaines recommandations, notamment l'anglais qui est une barrière pour beaucoup de jeunes qui ont du talent, mais qui n'arrivent pas à exceller quand ils postulent à des opportunités. Docteur Dabadé, je sais que vous êtes très bilingue, pour ne pas dire plus que bilingue, parce que vous avez fait également l'Allemagne, vous avez fait les États-Unis. L'anglais, comment vous êtes arrivé à vous forger ce profil de bilingue? Voilà. Merci beaucoup, merci à Credo pour ces précieux conseils. Monsieur Kuchika, merci infiniment de votre input dans ce webinaire, ce débat. Alors, la question d'anglais, j'avais promis revenir. L'anglais, là où j'ai appris beaucoup l'anglais, c'est aux Pays-Bas, parce que je devrais avoir une certaine moyenne au TOEFL. Le TOEFL, c'est un test international qu'on fait au niveau de l'anglais IBT et ils exigeaient en ce moment-là d'avoir 93 pour être admis complètement en tant que doctorant à l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous faisaient? Ils nous prenaient pour un an d'abord, sans le niveau, et on vous dit, bon, en un an, il faut que vous ayez le niveau pour confirmer votre admission en tant que PhD student dans l'université. Et donc, c'était un challenge pour moi. Il fallait à tout prix obtenir cette moyenne de TOEFL. Et donc, je me suis mis au travail. Il y a des formations qu'on nous a données
Mais j'ai appris beaucoup de choses. Je vais vous dire que quand je m'étais inscrit aux Pays-Bas pour commencer une formation en anglais, le monsieur qui devait, bon, il y avait les Chinois aussi, hein, puisque Wageningen, c'est vraiment international, c'est l'une des grandes universités, pour ne pas dire la première dans notre domaine des sciences agronomiques dans le monde. Donc, vous avez beaucoup d'autres pays non anglophones qui participent à ça. Donc, on fait la formation, il y avait les Chinois, les Vietnam, des pays non anglophones. La dame a commencé, nous a évalué avec les règles grammaticales, elle a fait une évaluation de connaissances. Et c'était bon, comment on utilise les temps simples, past simple, present continuous, les trucs de grammaire que nous apprenons depuis la sixième, là. Elle a évalué ce on va dire is doing, on va dire is always, des choses que vous connaissez. Bon, moi j'avais 19. Et les Chinois qui étaient là, il y a d'autres qui ont 11, 12. Et elle me dit, mais qu'est-ce que moi je suis venu chercher ici pour dire que j'apprends l'anglais? Bon, j'ai dit d'accord. C'était la première évaluation. La deuxième évaluation, elle met un élément audio, elle dit d'écouter et de dire ce qu'on a retenu. Là, moi qui étais le premier, je suis devenu le dernier. Et les Chinois qui ont tout compris, ils ont bien noté. Et c'est là, il dit, I see now your problem. Ça résume tout, au fait. On nous a, on nous a appris depuis la sixième, ou certains même depuis le primaire, à apprendre l'anglais avec nos yeux. Alors qu'une langue ne s'apprend pas avec les yeux, toute langue s'apprend d'abord avec les oreilles. Alors, donc, lorsque vous avez les enfants que nous mettons, les enfants avant, les enfants ne commencent pas à prendre les règles grammaticales pour dire, quand tu trouves ce gars-là, comme mathématiques, ce qu'on nous apprend là, un subject plus past simple plus ing, des choses comme ça, je ne sais même plus. Ce n'est pas, si vous apprenez l'anglais comme ça, vous pouvez savoir peut-être lire, vous allez connaître les règles grammaticales en tête, mais lorsqu'on va vous dire, bon, parler, on va vous mettre en situation de conversation, vous n'allez pas pouvoir formuler des phrases. Vous allez commencer par chercher comment on dit ceci en français d'abord et comment on traduit maintenant en anglais la chose. Et c'est ce qui nous arrive. Et donc, il faut changer cette méthode d'apprendre l'anglais où on a les livres, où il y a des règles établies. Une langue, il faut commencer par travailler beaucoup ses oreilles. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut écouter beaucoup les conversations en anglais. Mais si je dis ça, n'allez pas capter CNN. Si vous captez CNN, vous n'allez pas, en tant que débutant, vous n'allez rien comprendre et ça ne va pas vous servir. Il faut écouter ce qu'on peut appeler l'anglais facile. L'anglais où vous entendez au moins 80% de ce que les gens disent. Et c'est là que vous apprenez comment la langue s'apprend. Quel verbe, OK, search for, looking after, ce n'est pas des choses qu'on bûche, mais c'est des choses que vous apprenez dans une situation d'apprentissage donnée dans une conversation réelle où vous pouvez avoir vos cahiers à côté pour prendre note. Et donc, le même élément, vous pouvez l'écouter plusieurs fois. Et vous allez voir qu'il va arriver juste. Vous allez commencer par sortir les expressions. Un peu comme un enfant. L'enfant, quand il est né, il nous écoute, il écoute ses parents. Un jour, il commence par parler. Bon, il commence un peu mal, on rit, mais comme c'est un enfant, ça ne lui dit rien. Il continue et puis il comprend la langue. Il n'a jamais appris ça à l'école. Donc, je voudrais, il y a des audios, des sites sur YouTube, par exemple, VOA Learning English, Voice of America, Learning English. Il y a beaucoup d'éléments là où c'est très simple. Moi, il m'arrive que je me lève et que je reste devant mon ordinateur à répéter les mots en anglais et puis ça vient. Et donc, vous n'avez pas besoin de voyager. J'ai reçu des étudiants en agronomie la semaine passée et j'ai eu des conversations en anglais pour eux pendant 30 minutes. Ils s'exprimaient comme un Ghanéen pour eux. J'ai dit, mais vous avez étudié où? Ils ont dit, ils ne sont allés nulle part. C'est juste leur passion pour la chose et ils utilisent ce que je vais donner un peu comme conseil. Donc, on n'a pas besoin de bouger du Bénin. On peut rester au Bénin et parler l'anglais qu'il faut pour avoir
C'est pour ça. Donc, juste qu'il faut changer la manière d'apprendre la langue. Faites beaucoup plus d'exercices d'écoute, de prononciation, de répétition, de comment les gens prononcent les choses. Devant un ordinateur, les gens disent, vous répétez, et ça va devenir plus excellent. Alors, je pense que peut-être on tire vers la fin, beaucoup, on ne va pas perdre de temps. Je voudrais, si vous me permettez aussi, dire que ce que je retiens hein, donc de ce webinaire, c'est qu'il faut trois choses. Et bien, les trois choses pour moi, c'est d'abord se connaître. Qui êtes-vous? Vous voulez postuler à quelle bourse? Est-ce que c'est le doctorat? Est-ce que c'est le master? Et dans quel domaine? Et pourquoi? Voilà, donc, est-ce que vous êtes réellement engagé à le faire? Il y a des gens à qui on va donner une bourse de recherche aujourd'hui qui ne vont pas aimer, hein. Ils vont dire qu'ils ne veulent pas. Maintenant, si vous êtes vraiment résolument engagé à poursuivre les études, vous voulez faire un master, vous voulez faire un doctorat, là, vous êtes motivé parce que c'est vous-même qui avez, personne ne vous force à le faire. Donc, la motivation, elle est là. Donc, mieux vous connaître. Maintenant, cherchez à savoir, OK, quelles sont les structures qui offrent les bourses? Donc, moi, je me connais déjà. Donc, je cherche les structures. Évidemment, je cherche les structures en tenant compte de ma spécialité. Hein, Monsieur Kouchika l'a bien dit. Et là, c'est Internet. C'est vrai, vous allez sur Google, vous pouvez taper les mots qu'il faut, ça va vous amener dans les différents. Oui, oui, j'ai vu quelqu'un mettre VOA, Voice of America Learning English en ligne. Merci beaucoup, c'est très important. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'est très important. Vous recherchez ces bailleurs-là, vous les connaissez et vous allez voir les bailleurs qui répondent à votre profil. Il faut faire ce match-là, comment on appelle-t-on? Il faut faire cette correspondance-là. Voilà mon profil, voilà ceux qui donnent. Ceux qui donnent les bourses en art. Et donc, ce que nous avons dit aujourd'hui, on est allé dans tous les sens. Ça dépend. Il y a certaines bourses, vous n'avez pas besoin forcément de militer d'être un militant, de participer à un militantisme avéré avant de l'avoir. Il y a d'autres, c'est important. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment rechercher les différentes opportunités hein, qui sont là. Il y a d'autres, on va vous dire, non, on ne veut pas prendre quelqu'un qui vient d'avoir fraîchement le master, il faut qu'il ait 2 ans d'expérience. Et là, vous vous préparez en conséquence. Et moi, je dis encore une fois, ce n'est pas à la fin du master, il faut commencer par chercher une bourse pour faire le doctorat. Si on a comme rêve de faire le doctorat, pendant que vous êtes en master déjà, vous commencez par faire ces recherches. Et, OK. Par exemple, si je finis, je peux aller à Wageningen. Wageningen dit, bon, pour faire le master, il faut avoir son 19 ou 80 pour le TOEFL. Je n'ai pas encore les 80, je n'ai pas encore fait le TOEFL. Ça veut dire que je me prépare pour faire mon TOEFL. Parce que c'est un critère éliminatoire. Et donc, un an à l'avance, j'ai déjà fait mon TOEFL, j'ai 80. Je postule, ça va marcher. Donc, c'est très important. Je vais vous dire que dans les structures de par le monde, c'est pourquoi l'anglais est important. Parfois, ils pensent à un équilibre régional. Ah, voilà, on a déjà reçu beaucoup de gens du Nigeria, beaucoup de gens de Kenya. Ah, une candidature qui vient du Bénin, Bénin, French speaking country. Donc, parfois, même si vous n'êtes pas trop excellent, mais vous avez fait un effort et comme vous venez d'un pays qui est un autre, hein, ça vous donne beaucoup de chance. On vous dit, ah, il faut donner ça à ce Béninois qui a pu faire cet effort. Donc, lorsque vous venez d'un pays francophone et vous avez la chance de monter votre dossier en anglais, vous avez le minimum en anglais, ça vous donne quand même beaucoup plus de chance qu'un Ghanéen ou un Nigérien à côté. Vous voyez, c'est l'avantage. Et donc, je disais, première chose, c'est se connaître. Deuxième chose, connaître les structures qui donnent les bourses. Et troisième chose, faire un effort pour faire la correspondance entre les exigences de la structure et vous, vos compétences. Et s'il y a des compétences qui vous manquent, vous vous mettez au travail pour essayer hein, de remplir les critères qu'il faut pour postuler. Parfois, on n'a pas beaucoup parlé des projets de bourse ici. Hein, il y a un temps, nous postulions et on n'avait pas, je ne décrochais pas des dépenses. Ce qui me manque, c'est manque des articles dans ce domaine-là. Je marque une pause d'1 an, je publie beaucoup d'articles. Et quand j'ai fait ça, les années qui suivent, j'ai eu la bourse. Donc, parfois, c'est en réalité, pour résumer, c'est comme ça le schéma. Hein. Le schéma est très clair. Je me connais, je sais ce que je veux.
je vais à la recherche des structures qu'ils donnent. Je fais un effort pour répondre aux structures en faisant ressortir tout. S'il y a des compétences qui me manquent, je travaille. On peut apprendre à tout moment. On peut avoir 50 ans, 60 ans et apprendre. On peut à tout moment s'améliorer. J'essaie d'améliorer mon CV et je réponds aux critères et j'ai ma bourse. Je voudrais souhaiter du succès, hein, à tous ceux qui sont à la recherche d'une bourse d'études. Merci Merci, infiniment. professeur. Et je pense que je n'aurais pas eu meilleure conclusion, hein. C'est la question de la publication des articles scientifiques, parce qu'on se dit tout de suite que c'est qu'il faut attendre d'avoir peut-être le doctorat avant de devenir chercheur. Mais encore que dès le master déjà, des gens devaient commencer par publier des articles scientifiques. Pourquoi pas même au niveau de la licence? Donc très Exactement. prochainement, c'est revenir sur la thématique de quand commencer à publier des articles scientifiques, quand commencer par faire le premier pas vers la recherche. Et je pense que c'est une thématique très intéressante qu'on pourrait aborder dans pratiquement 2, 3 semaines, mi-octobre. Il y a M. Boya qui avait levé la main. Je pense que nous avons dépassé très largement le temps et nous allons revenir sans doute. Monsieur Boya, votre préoccupation peut-être rapidement en 10 secondes. Monsieur Boya, vous nous suivez? C'était peut-être une erreur. Je vois que la main est toujours levée. Monsieur Boya? Alors, sur ce, je souhaite alors un très bon week-end à chacun et à tous. C'est un plaisir pour moi d'avoir modéré cette séance et d'avoir appris aussi en tant qu'étudiant, puisque justement, je continue mes études, bien qu'étant journaliste scientifique. Et donc, c'est un plaisir pour nous d'avoir eu ce moment d'échange. Rendez-vous dans pratiquement 15 jours pour un autre webinaire et pour notre moment d'échange, de partage. À très bientôt. Et pour ceux qui n'ont pas pu, parce que nous avons pratiquement 250 personnes inscrites et nous n'avons eu que pratiquement 60 personnes qui ont été permanentes à cause du problème de lien, le webinaire est enregistré et vous pouvez disposer du lien pratiquement d'ici lundi. Le temps que peut-être la prochaine fois, on cherche à savoir concrètement ce qui s'est passé pour anticiper. Merci à vous. Le professeur disait quelque chose en temps, professeur? Non, merci à tout le monde. Alors, merci à tout le monde. Merci à Credo qui est parti un peu plus tôt. Merci à M. Kouchika qui a agrémenté également ce webinaire. Merci à tout le monde. On se retrouve dans 15 jours pratiquement pour notre rendez-vous de partage du savoir. À bientôt.